Libéralisme contre socialisme, c'est un débat qui au fond ne nous quitte jamais vraiment. On le retrouve partout, au cœur de nos élections, dans nos discussions en famille, et il a un impact direct sur nos salaires, nos impôts, nos services publics. C'est vraiment le grand bras de fer idéologique qui a façonné notre monde moderne. Et tout tourne autour de cette question finalement. Marché libre ou État-providence? Où est-ce qu'on place le curseur? Est-ce qu'on laisse le champ complètement libre aux individus, aux entreprises, ou est-ce que l'État doit intervenir pour garantir, disons, l'égalité et la sécurité pour tout le monde? La réponse que chaque société donne, c'est ça qui forge son identité. Et attention, on ne parle pas de théorie abstraite, loin de là, ce sont les plans, les fondations du monde économique dans lequel on vit tous les jours. Pensez-y, chaque aspect de notre vie économique, du prix du café le matin jusqu'à notre droit à la retraite, tout ça, c'est le résultat de ce grand conflit d'idées. Alors, pour bien comprendre notre présent, je crois qu'il faut vraiment plonger dans les racines de tout ça. Allez, on remonte le temps. On commence par la logique du marché. Tout part d'une idée qui, pour l'époque, était complètement révolutionnaire. L'idée, c'était « et si l'économie pouvait s'organiser toute seule, sans avoir besoin de l'intervention constante des rois, des gouvernements pour tout régenter ?» Ça, c'est vraiment le cœur du réacteur libéral. L'idée, en gros, c'est que la propriété privée et la liberté d'entreprendre, ce sont les moteurs les plus efficaces pour créer de la richesse. Dans cette vision, l'État, il doit être comme un arbitre sur un terrain de foot, pas un joueur. Il est là pour fixer les règles du jeu, protéger les droits de chacun, mais il ne doit surtout pas se mêler de la partie. Bon, cette idée, elle ne sort pas d'un chapeau. Elle s'est construite petit à petit sur plus d'un siècle. Ça commence en France avec les physiocrates et leur célèbre formule « laissez faire, laissez passer ». Ensuite, il y a l'incontournable Adam Smith qui arrive et qui en théorise les concepts clés. Après lui, David Ricardo vient démontrer les bienfaits du libre-échange. Et puis à la fin, l'école néoclassique essaie de mettre tout ça en équation mathématique. Ah, la fameuse main invisible. C'est probablement la citation la plus connue de toute la science économique. Mais attention, pour Smith, ce n'est pas du tout de la magie. C'est une idée assez simple au fond. La somme de millions de décisions individuelles, chacun agissant dans son propre intérêt, peut aboutir, de façon non intentionnelle, à un ordre social et à une prospérité pour tous. Et ça, de manière bien plus efficace que si un planificateur central essayait de tout organiser. Donc, pour résumer, le point crucial ici, c'est que tout repose sur l'individu. La liberté individuelle, c'est la valeur suprême. Le droit de posséder quelque chose, c'est fondamental. Et chacun est responsable de son propre succès ou de son échec. L'État, lui, son rôle est juste de garantir ce cadre. Point final. Un économiste français, Frédéric Bastiat, l'a très bien résumé en disant « N'attendre de l'État que deux choses, liberté, sécurité, c'est tout ». Ok, mais cette nouvelle liberté économique, elle a aussi eu son revers de la médaille. La révolution industrielle, bien sûr, a créé des richesses absolument immenses, mais en même temps, elle a engendré une misère et des inégalités qui étaient choquantes. Forcément, une contre-offensive intellectuelle et politique n'a pas tardé à s'organiser. Les critiques y mettaient le doigt sur des problèmes très concrets. D'un côté, une société où tout le capital s'accumulait dans les mains d'une minorité, de l'autre, la grande majorité des travailleurs qui vivaient dans la précarité. On s'est aussi rendu compte que le marché, quand on le laisse tout seul, il ne fournit pas de services essentiels comme l'éducation ou la santé pour tout le monde, et que parfois, la simple quête du profit peut aller à l'encontre du bien-être général. Et c'est en réponse à ça qu'une nouvelle idée a émergé. Attention, pas juste l'idée d'une révolte violente, non. C'était un véritable projet de société alternatif. L'objectif ? Reprendre le contrôle de l'économie pour la mettre au service de la justice sociale. Mais, et c'est ça qui est crucial, en utilisant les outils de la démocratie, le vote, le débat au Parlement, la loi, la réforme. Alors là, il faut faire une distinction super importante parce que c'est souvent une source de confusion. Après la révolution russe de 1917, le grand mouvement socialiste s'est complètement fracturé en deux. D'un côté, on a les communistes qui prônent la révolution, la violence s'il le faut, et de l'autre, on a les socialistes démocratiques qui rejettent totalement cette voie. Pour eux, le socialisme doit se construire à l'intérieur du cadre démocratique et parlementaire. Cette phrase de Léon Blum, qui était une figure majeure du socialisme en France, elle résume parfaitement l'idéal moral de ce mouvement. On voit bien que ce n'est pas juste une question de technique économique, c'est une aspiration profonde à une société plus juste, une société où la naissance ou la chance ne décide pas de tout votre destin. Bon, assez de théorie, voyons maintenant comment ce grand choc des idées s'est concrétisé dans le monde réel. On peut dire que le XXe siècle, ça a été le grand laboratoire où ces deux visions se sont affrontées. Et au final, qu'est-ce qui en est sorti ? Après les traumatismes de la crise de 1929 et de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des pays occidentaux n'ont choisi ni l'un ni l'autre. Ils ne sont devenus ni 100% libéraux, ni 100% socialistes. Ils ont fait un peu de bricolage, ils ont mélangé les deux, et ils ont fini par créer un tout nouveau modèle. Ce modèle, c'est l'économie mixte. C'est devenu la norme dans plein de pays. C'est un système où on a d'un côté le secteur privé, avec des entreprises qui innovent, qui créent des emplois, et de l'autre, le secteur public,
Un État qui gère la santé, l'éducation, les grandes infrastructures et qui met en place une protection sociale pour tout le monde. La France de l'après-guerre, par exemple, avec ses grandes entreprises publiques à côté d'un secteur privé très dynamique, c'est vraiment l'exemple parfait de ça. Mais attention, cette recherche d'équilibre, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. On peut même identifier 3 grandes phases. D'abord, on a l'ère du libéralisme classique qui se termine avec le crash de 1929. Ensuite, on a l'âge d'or de l'économie mixte, ce qu'on a appelé en France les 30 glorieuses, une période où l'État intervenait beaucoup pour soutenir l'emploi. Et puis, à partir de la fin des années 70, on assiste à un grand retour en force des idées du marché. C'est l'arrivée du néolibéralisme. Et pendant ce temps, les idéologies elles-mêmes ont évolué. Elles se sont adaptées. Le libéralisme est devenu néolibéralisme, en mettant l'accent sur la déréglementation, la libre circulation des capitaux, la finance mondiale. De son côté, le socialisme a, pour sa grande majorité, accepté l'économie de marché. Il s'est alors concentré sur la redistribution des richesses et la régulation, pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui la social-démocratie. 129%. Retenez bien ce chiffre, 129%. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le ratio de la dette des ménages aux États-Unis par rapport à leurs revenus disponibles en 2005. Ce graphique, il montre bien l'explosion. On passe de 60% en 1960 à 129% en 2005. C'est un symptôme criant des tensions de cette ère néolibérale. Pourquoi ? Parce que dans un contexte où les salaires de beaucoup de gens stagnaient, la consommation, elle, a été maintenue à flot, non pas par les revenus du travail, mais par la dette, par le crédit. Et ce qui est intéressant, c'est que même au sein de la gauche, on a cherché une nouvelle voie, une nouvelle synthèse. La fameuse troisième voie, portée par des gens comme Tony Blair au Royaume-Uni, c'était une tentative d'adapter la social-démocratie à la mondialisation, en acceptant de façon beaucoup plus franche les règles du marché. Donc on voit que le débat continuait, y compris à l'intérieur de chaque camp. Tout ça, ça nous amène à aujourd'hui. Et on pourrait croire que ce débat est dépassé, mais en réalité, il est peut-être plus pertinent que jamais. Parce qu'au final, on en revient toujours à cette tension fondamentale, à cet arbitrage. Comment est-ce qu'on équilibre la liberté individuelle, celle qui permet d'innover et de créer de la richesse, avec la solidarité collective, celle qui assure la cohésion de la société et la dignité pour chacun ? Et il faut bien le dire, le modèle actuel montre de sérieux signes de fatigue. On voit une résistance de plus en plus forte aux politiques néolibérales. On voit des déséquilibres financiers, que ce soit la dette ou les déficits commerciaux, qui semblent intenables. Et on assiste même à un retour en force du nationalisme économique. Toutes ces tensions, en fait, ce sont les symptômes d'un système qui craque un peu de partout et qui cherche désespérément un nouvel équilibre. Ce qui nous amène à la question finale. Face aux défis immenses de notre siècle, le changement climatique, la révolution numérique, des inégalités qui ne se réduisent pas, est-ce que les vieilles recettes du libéralisme et du socialisme sont encore suffisantes ? Est-ce que ces idées, qui ont 200 ans, sont encore armées pour résoudre les problèmes de demain ? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas carrément inventer une toute nouvelle synthèse ? Clairement, le débat est très très loin d'être terminé.